Salut et bienvenue dans Ça tourne pas rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Salut Mardi Noir. Salut Nina. Aujourd'hui, on répond à une question de Lise, une auditrice en analyse qui se demande comment une analyse en langue étrangère peut être efficace si le langage, les doubles sens ou les lapsus sont aussi importants. Et d'ailleurs, c'est le cas de Lise parce qu'elle vit à l'étranger et après avoir commencé un travail avec un analyste francophone qui ne lui laissait, je cite, pas en placer une, elle s'est résignée à aller voir quelqu'un de non francophone, plus compétent selon elle, mais elle a peur de ne pas pouvoir l'aider à s'aider elle-même. Même si elle maîtrise cette langue, elle a peur de manquer de nuances et de passer à côté des manifestations de son inconscient. Elle se demande ce que le psy peut bien entendre dans tout ce charabia. Eh bien, thank you for this amazing question. And je vais continuer en français avant de m'humilier un peu plus. Déjà, je note l'intuition formidable qu'a eu Lise de se rendre compte qu'une psy francophone n'était pas forcément meilleure pour elle qu'un bon psy ne parlant pas sa langue maternelle. C'est remarquable. Elle fait d'ores et déjà l'expérience que le travail, qu'il soit dans la langue d'origine ou dans une autre, ne se situe pas sur la communication et la compréhension immédiate de ce qui se dit en séance. Je vais citer pour ça Serge Cotet, psychanalyste, qui en parle mieux que moi dans Éloge de l'analyse en langue étrangère. Heureux les boiteux, les sans-style, les exilés de la langue maternelle, ils n'ont pas le loisir du bavardage. C'est une façon de signifier qu'il y a sans doute moins de place pour la séduction, pour la rhétorique, qu'on en arrive peut-être plus directement à la chose à dire sans toutes les fioritures et les excès de sens dont certains patients dans leur langue d'origine raffolent. Toujours plus de sens, toujours plus de jeux de mots, toujours plus de liens qui rendent le parcours interminable et évitent le véritable nœud. Il faut dire que ça peut être jubilatoire et créer un effet de soulagement que de jouir de sa propre langue. L'analysant en langue étrangère, lui, peut se sentir lésé de cette absence de jouissance dans la sonorité des mots qu'il énonce. Lise, elle, se retrouve en terre étrangère, en exil de sa langue et des souvenirs qui y sont associés. Comment alors exprimer la nostalgie d'un moment vécu à 4 ou 5 ans avec des mots qui ne résonnent pas avec ce souvenir ? Pourtant, ne s'agit-il pas d'un leurre, d'une illusion quand on fait ce même travail dans sa langue maternelle ? Mardi, j'aimerais bien comprendre en quoi ce serait une illusion. Eh bien, Serge Cotet rappelle ceci, et ne vous inquiétez pas, je vais traduire ce que je m'apprête à vous lire. Façon de rappeler que même en parlant français, il faut parfois expliciter. Allez, j'y vais. Le sujet exilé des signifiants propres de sa langue l'est aussi du signifié. La chose à dire elle-même se dérobe. L'impossible à dire prend le masque de l'impuissance alors qu'il appartient à la structure de l'inconscient d'être toujours à côté. Ce qu'on dit, de toute façon, n'est jamais ça. Je vous laisse nous le traduire. Oui, j'entends bien que c'est un petit peu complexe. Alors, on reprend. Exilé des signifiants, c'est ce que j'ai dit un peu avant, c'est-à-dire exilé de la sonorité des mots, de leur résonance dans la langue. Le signifié, c'est ce qui fait communauté. C'est ce qui fait qu'on se comprend, qu'on s'accorde sur un sens commun, alors que le signifiant, c'est le sens propre, le sens singulier pour un sujet. Je vais donner un exemple. Si je prends le mot chat, le signifiant chat, ça peut s'entendre de différentes manières. En fait, ça s'entend de toutes les manières possibles, autant qu'il y a d'individus. Ça peut être le surnom que donnait une mère à son enfant, un animal qui a compté. Ça peut être équivoque avec le chat d'Iran, avec le chat d'une aiguille. Et en fait, à l'infini, des définitions singulières ou des homophonies signifiantes pour nous. Et même plus encore, ça marque l'inconscient. Si chat fait partie de mes signifiants maîtres, c'est-à-dire des signifiants qui comptent pour moi, il va se retrouver dans une chaîne signifiante propre à moi.
Peut-être que chat va m'emmener dans la maison de ma grand-mère aux vacances de février quand on avait adopté un chat errant dans le jardin. Et c'est marrant, la même semaine, mes parents se disputaient et d'ailleurs ils ont divorcé peu de temps après ces fameuses vacances. Et ce chat s'est enfui cette semaine-là. Bon, je vais pas continuer, mais ça, vous voyez, c'est de l'ordre du signifiant. Ça produit un sens propre, incomparable à la chaîne signifiante d'une autre personne. Le signifié, chat, C-H-A-T, c'est un félin. On sait de quoi on parle. Peut-être que moi, je vais voir un chat rayé, parce que c'est le premier qui me vient, et qu'un autre aura un chat noir en tête, mais au-delà de ces petites distinctions, on va se comprendre à peu près. Bon, après, si je suis en Espagne et que je parle en espagnol du chat, je vais employer le mot gâteau, G-A-T-O. Et en tant que Française, ça peut m'évoquer le gâteau à manger. Eh bien, il me semble qu'il ne faut pas négliger ces associations d'idées si elles deviennent signifiantes pour nous, même si, comme ça de prime abord, ça n'a aucun sens. Buenas noches. You talking to me? Mais tu parles espagnol? C'est une menteuse. Elle ment en allemand. Je suis bilingue en anglais. You talking to me? Talking to me? Talking to me? Vous venez de nous parler de gâteau. En espagnol, ça veut dire chat. En français, c'est ce qu'on aime bien manger, ou pas d'ailleurs. En tout cas, en vous écoutant évoquer ces mots, je me demande, comme Lise, notre auditrice, se le demandait dans sa question, est-ce qu'en langue étrangère, on va autant faire des lapsus? Est-ce qu'il va y avoir autant de manifestations de notre inconscient? Est-ce que c'est pas dommage de les perdre? Ça me donne l'occasion de faire une petite parenthèse, votre question. J'ai souvent entendu la critique de la psychanalyse, dire que Lacan et tous ces jeux de mots, ça ne fonctionne pas en langue étrangère. C'est encore une fois trop s'attacher au sens que de dire cela. Ce que Lacan veut démontrer avec les jeux de mots, les consonances, les résonances, les assonances, c'est que le langage structure notre inconscient. J'avais déjà évoqué le récit d'une femme allemande, Susanne Hommel, qui fait son analyse en français avec Lacan et elle évoque le signifiant Gestapo. Et elle se souvient faire le récit horrifique à Lacan de cette Gestapo, de sa terreur quand elle les entendait dans le couloir, et Lacan ne dit rien et met un terme à la séance en lui faisant une caresse sur la joue. Suzanne interprétera ce geste comme un geste à peau. On voit bien là que ça n'a à la fois aucun sens pour nous autres, mais que pour elle, et seulement elle, cela produit un sens nouveau, un sens qui la soulage, un sens qui d'ailleurs n'a rien de magique, elle ne sort pas de la séance comme une nouvelle femme qui n'a plus aucun problème ni traumatisme, mais elle raconte comment ce geste a produit un sens nouveau, un décalage entre geste et parole, entre deux langues. Dans cette caresse, il y a presque l'idée d'une terre d'accueil où Gestapo peut s'entendre comme geste à peau. Mardi, j'aime beaucoup ce récit de cas pratique, je le trouve très touchant. En tout cas, que ce soit dans sa langue maternelle ou non, le travail analytique, il est possible. C'est juste que ça ne se fait pas de la même manière, c'est ça que vous voulez nous dire ? Oui, les sujets qui font une analyse dans leur langue font un travail de repérage de leur propre signifiant, mais ils se fourvoient à penser qu'ils se font comprendre. Parce que la structure de l'inconscient, c'est d'être de toute façon toujours à côté. À l'inverse, si l'exilé se focalise sur le fait d'être bien compris, il risque de se fixer sur le fait d'être impuissant à se faire comprendre. Dans les deux cas, par excès ou par défaut de compréhension, on loupe l'essence même de l'analyse, l'impossible à dire, le déchiffrage singulier de son être. Alors je ne vais pas dire peu importe, ni être de mauvaise foi en disant à Lise et aux auditeurs que le travail est exactement le même. Non, ce n'est pas pareil, on vient de le voir. D'un côté, la langue d'origine permet certainement plus d'humour, de production de sens, mais aussi une surproduction, une jubilation. De l'autre, la langue étrangère vise plus directement la chose par le fait même que les nuances manquent, que la syntaxe est plus brute. Pour ce qui est des équivoques, des lapsus, des formations de l'inconscient, Serge Cotet donne plusieurs exemples, mais il y en a un que j'ai trouvé joli. Celui d'une patiente qui demande tout le temps si c'est bien comme ça que ça se dit, si c'est le bon mot, si le sens est juste. On pourrait évidemment se dire que c'est justifié puisque la personne parle mal la langue. Et pourtant, on peut aussi, en se dégageant d'un sens commun, se demander s'il n'y a pas une petite jouissance à se faire corriger par l'autre.
J'ai moi-même des patients français qui s'accrochent à mon jugement pour être sûr que ce qu'ils disent est juste, et des patients dont le français n'est pas la langue maternelle et qui se fichent complètement de savoir si tel mot est bien employé pour telle situation. Il y a, dans le travail de l'analyse, quelque chose d'intraduisible et qui échappe à toute forme de communication. Lise dit que les mots lui manquent, et bienvenue en séance d'analyse. Thank you, Black Tuesday, and we will see each other next week. Ça tourne par rond est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.